Bonjour à tous, bienvenue. On va rentrer tout de suite dans le thème. Les femmes sont libres d'adhérer à un syndicat depuis les années 1920. Dès 1933, dans les syndicats agricoles, on trouve des sections féminines. Pourtant, malgré ce cadre légal, eh bien, les femmes ont été et sont encore sous-représentées, voire non écoutées et absentes de ces syndicats et autres instances agricoles. Et ce, même dans des organisations agricoles à forte valeur éthique, comme le syndicat de la Confédération paysanne ou des syndicats de défense de salariés, comme le syndicat ELA en Égo-Aldé. Les trois intervenantes de cet après-midi vous expliqueront en quoi l'absence de discrimination n'est pas pour autant une égalité de genre. Nous allons commencer avec Tiffaine Vital, qui est paysanne dans les Hautes-Pyrénées et membre de la commission femmes de la Confédération paysanne. Alors, Tiffaine, est-ce que tu peux nous expliquer comment se fait-il qu'il y a une commission femmes à la conf? Pourquoi et quels sont les chantiers de cette commission? Bonjour à tous. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas. Je n'ai pas particulièrement l'habitude d'utiliser un micro. Alors tout d'abord, la commission femmes, elle a été créée en 1999 à la Confédération paysanne. Et avec la question notamment du statut des conjointes collaboratrices. Et à la même époque, la Via Campesina faisait pression sur les instances dirigeantes pour obtenir la parité dans les institutions, pour les prises de décision. Donc cet élan a mobilisé des paysannes de la Conf pour approfondir les questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans le syndicat. Et en 2002, la parité au tiers a été adoptée à la Confédération paysanne. Dans la foulée, la commission femmes a travaillé autour de la reconnaissance du travail en couple. Ouais, pardon, c'est ce que j'ai entendu. Qui a été une nouvelle victoire pour les femmes qui travaillaient sur ces sujets-là. Une charte a été créée où clairement, la Commission reconnaît l'existence d'agressions faites aux femmes et à leurs droits. Et cette Commission se mobilise pour travailler sur le vécu de ces femmes, le conscientiser pour les gens qui le vivent et ceux qui sont autour, qui ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit. Et cette Commission travaille sur l'acquisition d'avancées pour toutes. Les discriminations, elles existent aujourd'hui tout au long de la vie de paysanne, de l'installation aux retraites. Pour citer quelques exemples, il est très clair qu'une femme a plus de difficultés à accéder, par exemple, au foncier. Et puis ça se termine encore à la retraite avec des retraites largement inférieures à celles des hommes quand ça se termine, plus toutes les embûches sur le chemin. Les femmes doivent faire leurs preuves, leur travail est vu comme une aide. Tout ça, ça fait partie du quotidien des paysannes sur lequel on travaille. Ça fait partie d'un système de domination patriarcale qui est un système systémique aujourd'hui dans notre pays et contre lequel on lutte quotidiennement à la commission femmes. Et ces violences, elles existent dans notre société au quotidien pour les paysannes et les autres femmes dans d'autres structures, mais elles existent évidemment aussi à l'intérieur du syndicat de la Confédération paysanne. L'objectif du coup de cette commission, notamment, c'est de favoriser l'intégration des femmes dans leur prise de décision dans le syndicat. Ça passe par la création d'outils pour établir une équité dans les prises de parole ou les décisions. On travaille sur des protocoles, comment favoriser le plus d'engagement, le plus d'inclusivité dans les réunions, à quelle heure on fait ces réunions,
comment on anime ces réunions de façon à ce que la prise de parole soit plus simple pour toutes et tous. On travaille sur la prévention des remarques et comportements, agissements sexistes et sur comment lutter contre. Et ça passe vraiment par une sensibilisation de déjà qu'est-ce que c'est en fait cette langue macho qui est présente dans tous les temps d'échange, dans les réunions, celui qui va parler plus fort, celui qui va mobiliser le crachoir, mobiliser le crachoir, c'est qu'il va parler tout le temps, très vite, pas laisser la place, celui qui va reformuler systématiquement ce que dit la femme à côté pour se réapproprier son contenu. Ça va être couper la parole, beaucoup, ce genre de choses. Et en fait, le travail de la commission, c'est d'aller chercher qu'est-ce que ça représente, comment s'illustre ce système de domination pour pouvoir permettre de proposer des solutions afin de stopper, d'identifier déjà dans les pratiques des groupes ce qui se passe et de pouvoir proposer autre chose. Et ça, c'est un travail qui doit être mené par toutes et par tous. Voilà. On travaille aussi à la Commission Femmes sur le renforcement de la légitimité des paysannes à participer à tous les espaces de la conf. Et ça passe par des temps de rencontres entre paysannes, de partage de vécu. Ça passe par de la formation pour vraiment permettre, rien qu'à s'entraîner à prendre la parole, ce qui n'est pas évident, rien que pour moi aujourd'hui. On fait des formations d'autodéfense verbale pour aussi pouvoir faire face à des situations d'écrasement ou de domination d'éventuels collègues. Enfin, voilà, ça se travaille au quotidien. Et à la commission, on apporte également soutien et appui aux paysannes qui vivent des situations difficiles. Alors, il y en a beaucoup des situations difficiles et c'est compliqué pour la commission de répondre aux besoins de toutes, mais il y a une vraie volonté de répondre à toutes ces attentes et d'aller chercher des solutions dans le réseau ou à l'extérieur du réseau. Voilà. Et il y a beaucoup d'appels à la fois pour des questions qui concernent la vie sur les fermes que des questions qui concernent la vie syndicale. On peut noter là que cette année, c'est une victoire, je crois, pour la Commission Femmes parce qu'on a des rencontres la semaine prochaine et que 90 paysannes sont mobilisées pour ces rencontres, ce qui est une vraie augmentation par rapport aux années précédentes. Donc on peut se réjouir que de plus en plus de femmes vont venir s'investir dans les réseaux militants, dans le réseau militant de la Conf. Et c'est de toute façon une tendance qu'on voit également parce qu'il y a une augmentation très nette des femmes qui occupent des postes de porte-parole ou co-porte-parole entre 2018 rien et 2021. Voilà, donc on passe j'ai les chiffres, de 3 à 23 porte-parole entre ces années-là. Donc tout le travail qui est un travail et de société qui évolue et le travail qui est fait à l'intérieur du syndicat se matérialise concrètement. Pardon, de quelle année c'était ? Entre 23 à 23, c'est de quelle année ? De 2018 à 2021. Ok. Et pour illustrer un petit peu plus ce qui se passe actuellement et pour donner envie aux paysannes peut-être qui sont dans la salle de nous rejoindre, parce que je crois qu'on n'a pas de basque actuellement aux rencontres paysannes et on serait ravis d'en accueillir. Donc on a des petits chantiers en cours. Et dans ces chantiers, on a actuellement la création d'un kit de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein du réseau. Donc c'est un kit qui regroupe des techniques d'animation de réunion, qui définit aussi ce que sont que les violences, donc qui est vraiment à usage de toutes les personnes et de toutes les paysannes qui sont confrontées à ces violences sexistes et sexuelles dans leur quotidien. Donc c'est pas que les salariés du réseau, c'est les paysans et les paysannes.
On a un travail également sur la prise en charge d'un protocole unique de prise en charge des violences sexistes et sexuelles dans le réseau, qui a été un peu, on en reparlera plus tard, mais qui a été initié et inspiré par l'action des salariés du réseau de la Conf, mais on vous en parlera un petit peu plus tard dans l'intervention. Il y a aussi un travail sur la structuration du réseau de la Commission pour apporter une aide plus efficace aux femmes en difficulté, avec une future brigade d'action féministe. Donc on espère également que celle-ci puisse voir le jour pour pouvoir apporter un soutien un peu concret à des femmes en difficulté. On a aussi du soutien à la mise en place de groupes de femmes sur les territoires avec des ateliers en non-mixité, des formations, des rencontres qui permettent également aux femmes de se rencontrer. Se rencontrer, c'est la base pour s'organiser. Et ce qui explique aussi sans doute l'engagement plus important des femmes aujourd'hui dans la commission. Et on a également des réflexions sur ce que c'est que le féminisme paysan aujourd'hui, donc vraiment un cadre éthique. Et voilà, donc beaucoup de thèmes en cours, à côté de travaux aussi essentiels comme des réflexions sur les retraites, sur les congés maternité. Et voilà, tous les thèmes que les paysannes veulent porter sont discutés dans cette commission. Tu parlais d'espaces uniquement féminins dans lesquels les femmes se préparent et se forment, ou est-ce que c'est juste de la formation, ou est-ce que c'est aussi des espaces dans lesquels elles réfléchissent à des revendications particulières ? C'est vraiment les deux en fait. Souvent dans les rencontres, il y a des temps de formation et il y a des temps de réflexion. C'est vraiment les deux. Les formations nous aident souvent à alimenter des réflexions. Et ces réflexions, ensuite, elles sont portées dans l'instance départementale, régionale et nationale, une fois qu'elles ont été formalisées et abouties, soutenues par l'ensemble des membres du groupe ? Et oui, complètement. Mais après, il y a beaucoup de travaux au long cours, donc qui prennent du temps, comme ces kits, comme c'est des supports papier qui sont édités par la Conf, etc. Donc c'est beaucoup de travail au long cours qui évidemment qui ressort sur les territoires à tous les niveaux. Donc tu y as fait allusion, vous avez adopté lors d'un congrès en 2019 un texte particulier qui pour le coup venait pas à la demande des paysannes mais plutôt des salariés. Avec un protocole de prise en charge des violences sexuelles et sexistes au sein pas seulement de la Conf, mais de tout le réseau. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ou je crois que dans la salle, il y a quelqu'un aussi qui peut-être qui était actrice et qui peut en dire deux mots. Alors, effectivement, je vais passer la parole à Suzy et je pense qu'elle sera la plus efficace pour nous en parler. Mais en tout cas, bien que la Confédération paysanne soit un syndicat progressiste et volontairement dynamique dans ses réflexions, c'est aussi un syndicat qui a été et qui est traversé par des faits de violences sexistes et sexuelles. Donc, on y travaille activement pour traiter et pour que ça n'existe plus. Et notamment, les paysannes de la commission, elles sont très inspirées par le travail qu'ont mené les salariés du réseau sur ce sujet-là, parce que les salariés du réseau sont victimes de ces agissements et que pour nous, c'est absolument inadmissible. Donc je vais passer la parole à Suzy qui va plus vous détailler cette partie. Très succinctement, du coup, vous dire qu'effectivement, il y a en 2015-16, il y a eu une mobilisation des salariés de la Confédération paysanne et de la FADEAR, réseau au sein desquels il y a un syndicat de salariés, donc les animateurs, les animatrices du réseau et ainsi que d'autres types de postes, qui est affilié au syndicat solidaire. Je le précise, comme ça situe notre syndicat. Et donc, il s'est mobilisé pour dénoncer des agissements de harcèlement moral et sexuel en interne à l'organisation. Et donc, ça a duré plusieurs années. Il y a eu une mobilisation syndicale des salariés et ensuite, ça a injecté un travail au sein de ce qu'on appelle la commission paritaire à la Confédération paysanne, qui est une instance de discussion paritaire entre les employeurs et les salariés, pardon. Et donc qui a mené à la rédaction d'un protocole de prise en charge
du harcèlement moral et sexuel et des violences au travail, qui est aujourd'hui une annexe de notre convention collective et donc qui explicite le droit du travail autour de ces genres de jeux, parce qu'il y a tout de même un droit du travail qui impose de prendre en charge ces enjeux-là, avec des règles très claires tout de même, et adaptées au fonctionnement interne de la Confédération paysanne pour ce qui concerne ces instances internes. Donc du coup, c'est un protocole qui permet aux personnes qui sont victimes ou témoins d'agissements de réaliser une alerte en interne à la Confédération paysanne, ce qui déclenche ensuite un protocole de prise en charge de l'alerte par le biais notamment d'une enquête et puis ensuite d'éventuelles prises de sanctions en fonction des résultats de l'enquête envers la personne qui a commis les faits. Voilà. Et donc pour dire que ça, du coup, ça inspire effectivement les travaux de la commission femmes pour prendre en charge les violences au sein de la Confédération paysanne, y compris entre militants et militantes. Et des personnes, du coup, des paysannes, des paysans, ont la volonté d'ouvrir un espace pour construire un protocole qui couvre aussi ces violences-là. Voilà, je m'arrête là. Merci. Alors, il y a un autre syndicat en Égoaldé qui a beaucoup travaillé sur la place des femmes, mais surtout sur ces discriminations systémiques. Et donc, aujourd'hui, il y a Anne Selaya, qui est responsable de ce syndicat avec nous. Donc, bonjour Anne. Peux-tu nous expliquer comment Ella est-il passé de la défense des femmes salariées, avec un département spécifique comme celui qui existe à la Conf, à un vrai changement organisationnel pour l'équité des genres? Bai, egunon. Bueno, orain beste puntu batean gaude, orain plan estrategiko bat jarri dugun martxa, baina hori aurrerago azalduko dut. Uste du garrantzitsua dela azaltzea, bai, barkatu, soratzen ebilen. Uste du garrantzitsua dela azaltzea, ELA bezalako organizazio, hegoaldean handia da, 1.000 afiliatu, eta nola heltzen garen erabaki horretara, ezta? 2014an prozesu bat martxan jartzera, suposatzen zuena aldaketa integral bat, antolakuntza eta estrategia aldaketa integral bat sindikatuan. 2014ra heldu aurretik aurrekari batzuk bazeuden, 1990ean sortu genuen genero alorra, deitu geniona, genero alor hori sortu zen, beste alor batzuk sortu ziren bezala. Inmigrazio alorra sortu zen, medioambiente alorra sortu zen, orduan, tratatu zen generoaren gaia edo emakumeen gaia gai sektorial bat bezala. Eta ez gizartearen 50%-ari eragiten zion gai bat bezala. Orduan, jabetzen ginen beharrezkoa zela generoaren inguruan zerbait egitea, baina oraindik ez ginen kontziente benetan zer suposatuko zigun. 80ean hasitako prozesu horrek ere, 89an ekarri zuen zuzendaritzan lehen emakumeak sartzea, 5 emakume sartu ziren zuzendaritzan lehen aldiz, orain txikikeria dirudi, baina momentu horretan pausu izugarria izan zen, ordura arte zuzendaritza, 36 pertsonako zuzendaritza guztiz gizonez osatuta zegoelako, eta aldi berean, garai berean edo, hasi ginen nabaritzen afiliazioan emakumeen gorakada izugarria. Emakumeen afiliazioa asko hasi zen, batez ere zaintza sektorean aurrera eraman genituelako greba eta gatazka ugari erresidentzietan, zahar egoitzetan, garbikuntzako sektorean, emakumez betetako sektoreetan, eta horrek gugana erakarri zituen emakume asko. Orduan sortu genituen ere emakume taldeak, pixkat sustatzeko emakumeen parte hartzea sindikatuan,
Eta positiboak dira emakumeen taldeak, aurreko lankideak ere aipatu ditu, baina gerora egin genuen diagnostikoan konturatu ginen emakume talde horietan ateratzen diren ekarpenak edo egiten diren proposamenak ez baditugu gero gure sindikatuaren estrategian barneratzen, ez dutela ezertarako balio. Orduan, horri ere buelta bat eman behar izan genion. Eta aurrekari horiekin heldu ginen 2014ra. Zer gertatu zen 2014an, hartu genuen erabaki kolektibo, oso harin noa, uste dut, itzultzeko. Hartu genuen erabaki politiko kolektibo bat, antolakuntza eta estrategia aldaketa baterako. 2014an hasi genuen prozesua, momentu horretan eskinen konstiente zer suposatuko zuen, kontuan izan, ela une honetan 350 pertsonako erakunde badela, 1.000 afiliatukoa, orduan, antolakuntza aldaketa batez hitz egiten dugunean, oso antolakuntza sakona edo lan asko dakarren plan bat izan zen. Zer egin genuen? Konturatu ginen beharrezkoa zela organizazioa auzitan jartzea, goitik bera, eta organizazioaren esparru guztietan, zuzendaritzatik hasita. Diagnostikoaren abia puntua izan zen, gizarte matxista batean sindikatua ez dela oasi bat, sindikatua gizartearen isla bat dela azken finean, eta hori horrela denean sindikatuak ere sortzen dituela bai diskriminazioak eta bai ezberdintasunak. Hori jakinda edo horren kontziente izan da zergaitik erabaki genuen prozesu hau martxan jartzea 2014an alde batetik koherenteak izatea beharrezkoa zelako, guk gizarte eredu bat defendatzen badugu, berdintasunean oinarritutakoa, ela barnean ere horretan oinarrituta izatea beharrezkoa da. Beste alde batetik nahi genuelako emakumeen interes eta eskubideak lehen lerroan jartzea, eta ez gatazka puntualak egitea, baizik emakumeak gizartearen erdia direnean, sindikatuaren ekintzaren erdia gutxienez ere izan behar direlako. Hirugarrenik, prekarietatearen aurka borrokatzea, bada gure estrategiaren parte integral bat, emakumeen aldeko borroka horrekin batera doalako. Prekarietatearen aurpegia gaur egun emakumeak dira Hego Euskal Herrian, zaintza sektoreetan edo garbikuntza sektoreetan, hau da, sektore prekarioenak emakumeenak dira. Orduan, nahi badugu benetan esaten duguna egin, hau da, prekarietatea borrokatu, emakumeengan zentratu behar gara. Eta azkenik, arrazoi berekoi bategaitik, gure afiliatuen erdia gutxi gora bera gaur egun emakumeak dira. Beraz, beharrezkoa zen nahita ez, gure antolakuntza eta estrategiari 180 graduko buelta bat ematea. Eta ja pizkat amaitzen noa, izan zen oso prozesu, izan zen prozesu luzea eta sakona, esan dut, kontratatu behar izan genuen diagnostikorako kanpoko enpresa bat, konturatu ginerlako gure buruarekin objektibo izatea ezinezkoa zela. Prozesua hasi genuen zuzendaritzatik, lehen arazoak edo arazoak gehien erreproduzitzen zituztenak zuzendaritzako kideak zirelako, eta bai aipatzea, ezin dugula inola ere esan prozesu erraza izan denik edo erresistentziarik ez denik egon barnean. Erresistentzia handiak izan ditugu barnean ere, prozesua aurrera eramateko. Azken finean, ez da erraza zure burua diagnostiko batean ikustea edo zure burua ispiluaren aurrean ikustea, eta ikustea islada ez dela zuk nahi zenukeena, baina aurrera egin zen, eta prozesu parte hartzaia izan zen. Sortu genituen lantalde ezberdinak, tailer ezberdinak, zuzendaritzatik hasi, baina sindikatuko alor eta talde guztiak jotzen zituzten taldeak, eta ikasi genitun batez ere 3 gauza, detailetan sartu gabe. 3 gauza ikasi genitun. Alde batetik, erakundeek generoa badutela, historikoki sindikatuak maskulinoak izan dira, gizonek sortuak gizonen interesak defendatzeko, eta hori normala da, sindikatuak industria esparru batean sortu zirelako, baina errealitatea gaur egun aldatu egin da.
eta gainera klase ikuspegia ere oso enpleguan oinarritutako ideologia bat zela edo dela momentu honetan. Bai. Zer gertatzen da? Bueno, lan merkatutik kanpoko lan hoiek, hau da, zaintza lan hoiek ere, aintzat hartu behar ditugula, benetan defendatu nahi baditugu emakumeak, zaintza lan hoiek beharrezkoak direlako lan produktibo hori sostengatzeko. Eta ondorioztatu genuen, hamarkadak generamatzala, pentsatzen interes orokorra defendatzen genuela, eta errealitatea zen interes orokorra defendatu ordez, gizonen interesak defendatzen ari ginela. Eta emakumeak adaptatzen baziren ondo, baina gure jomugak gizonezkoak ziren. Orduan, bigarren ikasketa hori izan zen, interes orokorra ez dela neutroa. Eta azkena, eta hemen amaitu nahiko nuke, berdintasuna ez dela berdin tratatzea. Eta hau izan zen guretzat benetan iraultza sindikatuko jardueran. Guk ordura arte berdin tratatzea ulertzen genuen, berdintasun moduan, eta hor ekitatearen kontzeptua ikasi behar izan genuen. Gizartean puntu ezberdinean dauden bi kolektibo hori tratamendu berdina ematen badiegu, ez dugu ezberdintasunarekin amaitzen. Ezberdintasuna mantentzen dugu edo sustatu ere. Orduan, hori ikasi behar izan dugu, eta gure ekintzak analizatzen edo gure ekintzak aztertzen emaitzari begiratuz, eta ez ekintzari berari begiratuz. Eta pixkat hori da orain egin dugun prozesua, eta prozesu horretatik etorri zen gaur egun martxan daukagun genero plana. Eta uste dut pila luzatu nahi zela, ezta? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît, entre égalité... Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous donner un exemple de mesures que vous avez mis en place pour arriver à l'équité plutôt que l'égalité, avant de nous parler du plan stratégique? Zenbat denbora daukat, ze luzatu egin naiz lehen? Large. Encore... Encore... Ez, laburra izango da, baina... 5 minutes. Laburra izango da, uste dut horrekan luzatu naizela, eta enuen nahi... Vale, bueno, hor... Il reste 10 minutes. Asko. Vale, diagnostikotik abiatuta esan dut, heldu behar izan ginen plan estrategikora, hor auzitan jarri dugun lehen gauza izan da sindikalista idealaren ideia. Guretzat edo sindikatuarentzat ordura arte zer zen sindikalista ideala? Gizonezkoa, gogorra, lidergotza eredu konkretu bat jarraitzen zuena, lehentasun osoa ematen ziona sindikatuari edo militantziari, ordu pila bat ematen zituena sindikatuan eta langile borrokan eta konturatu ginen eredu hori baztertzailea zela. Konturatu ginen eredu horrek gure militantziatik kanpo uzten zituela batez ere zaintza lanak zituzten emakumeak. Orduan, irudi hori inpugnatu behar izan genuen, eta inpugnatzea erraza da, baina zaila dena da berri bat eraikitzea. Eta horretan gabiltza. Diagnostikoa gogorra izan zen heinean, diseinatu genuen plana ere gogorra eta exigentea da, genero ekitaterako plan estrategikoa deitu diogu. Eragiten dio elaren jarduera osoari, hau da, defendatzen duen gizarte eredua, elaren ekintza sindikala eta formazioa, hiru zutabe ditu. Hiru zutabe horien barruan gure jardueran eragiten duten 9 esparru aurreikusi ditugu, ez ditut denak esango, baina adibidez negoziaketa kolektiboa, hauteskunde sindikalak, mobilizazioak, guk egunerokoan egiten ditugun gauza guztiak diagnostikatu ditugu eta diagnostikoaren araberako ekintzak proposatu. 4 urteko epea duen plan bat da, eta adibideak jartzeagaitik, hor mobilizazioetan adibidez, mobilizazioetan oso argi ikusi genuen diagnostikoan
gure emakumeei kostatzen zitzaiela gure mobilizazioetan parte hartzea, alde batetik planteatzen edo proposatzen genitun ordutegiengatik eta beste alde batetik proposatzen genitun formatuengatik. Orduan, horri adibidez buelta bat eman behar izan zaio, 4 urte hauetan egin behar izan dugu, martxan gaude oraindik, baina egingo dugu analisi bat ikusteko zerk erakarriko lituzkeen emakumeak gure mobilizazioetan parte hartzera, negoziaketa kolektiboan adibidez ikasi dugu KPI-ren araberako soldata igoerak edo 100% oinarritutako soldata igoerak eskatzea sektore guztietan diskriminatzailea dela, zergaitik. Emakumeen sektorek soldata baxuenak dituzte. KPI-a aurten, imaginatu, 4% dela. Eta guk sindikatu moduan exigitzen badugu soldata igoera 4% izan behar dela diskriminazioa berresten gabiz. Diskriminazioa errepikatzen gabiz. 3.000 euroko soldata bat duen gizonezkoak 4% soldata igoera izatea, edo 1.000 euroko soldata duen emakumezkoak erresidentzia baten 4% soldata igoera izatea ez delako berdina. Orduan, negoziaketa kolektiboan ere konturatu gara, pentsatzen genuenean berdintasunez tratatzen genituela gure afiliatuak, ez zela egia, eta dena berrikusi behar izan dugu. Konturatu gara ere sindikalista idealaren kontzeptu horrekin gure jente gazteena ez zegoela bat ere eroso, eta elaren biziraupenerako beharrezkoa zela eredu hori berrikustea, jente gaztea elan eroso egoteko, eta konturatu gara gure jendearen barne balorazioak egiterako unean injustizia handiarekin jokatu dugula pasaden hamarkadetan. Baloratzen genuelako batez ere presentzialismoa eta dedikazio hori. Orduan, sortu behar izan ditugu irizpide berri batzuk baloratzeko gure jendearen jarduera, ez dutenak diskriminazio horrekin jarraitzen. Eta, konstiente gara, 4 urtetan ez dugula hamarkadetan zehar sortutako diskriminazioa konponduko, konstiente gara asko dugula egiteko, baina nik bai jarriko nuke positiboan eta animatuko nituzke beste erakunde batzuk hau martxan jartzera, ze egia da, 10 urte pasa direla prozesua hasi genuenetik, urte pila bat pasa genitun diagnostikoan eta beste hainbat urte planaren diseinuan, baina asko ikasi dugu prozesuan, esandakoa orain erakundea feministagoa da prozesu hau hasi genuenean baino, eta horrek ez du ja atzera bueltarik. Batez ere emakume veteranoenek oso argi daukate erakundea feministagoa dela, gauzak aldatu direla, eta gu konturatu gara veterano horiekin zenbat injustizia eragin genituen organizazioan bertan. Behartu genituelako haiek moldatzera eredu maskulino batera edo egiteko forma maskulino batzuetara, eta horrek kanpo utzi zituen balio izugarria zuten emakume asko. Orduan, gure helburua da gutxienez 50% emakumeak izatea, gaur egun hori lortu da, baina ez da bakarrik helburu numeriko bat. Emakume horiek eroso egon behar dira, eta emakume horiek ekintza sindikala behar bezala egikaritzeko askatasunez sentitu behar dira. Tu nous disais que vous avez fait appel à un prestataire pour ce diagnostic. Est-ce qu'à l'issue des 4 ans, vous allez redemander au même prestataire de faire un bilan? Ez, mantentzen dugu enpresa hori, bada espada, kontsultarik edo badaukagu, baina printzipioz enpresa horrekin kontaktu estrukturala amaitu zen. Gu ja badaukagu diagnostikoa, badakigu zer egin behar dugun, eta orain poltsa horretatik aukeratu genituen gauza batzuk 4 urterako, baina beste pila bat ditugu pendiente. Ordan momentuz ez du aurre ikusten jarraitzea haiekin. Espero dut eset. Est-ce que ça veut dire que la conscientisation de l'ensemble du syndicat a été opérée et que
maintenant, vous prenez vous-même conscience de vos travers? Bueno, ohartzen gara gehiago gure akatsez. Ohartzen garela esatea gehiegi litzateke, baina bueno, salto oso garrantzitsu bat eman da. Egia da orain gauzak ezberdinak direla, sindikatu gazteagoa gara orain, eta bueno, jende gaztea ja beste era batera sartzen da, orduan hori nabaritzen da, baina veteranoenek, bueno, orain esango nuke kontuz jarduten dutela. Buelta bat ematen diotela gauzak egin eta esan aurretik kontziente direlako arrisku bat badagoela eta auzitan jartzen dute haien lehen reakzio hori. Ok, merci Annie. Maintenant, je vous présente donc Élise Grossior, qui est paysanne en Franche-Comté, qui est donc syndicaliste à la Confédération paysanne, mais à qui je vais poser des questions un peu plus larges, c'est-à-dire que nos deux précédentes intervenantes parlaient pour l'organisation dans laquelle elles sont. Élise est aussi représentante de la Conf à la Chambre d'agriculture du Jura et à la Chambre régionale de Franche-Comté. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si cette approche, elle est différente quand on sort, on va dire, de ses confrères et consoeurs syndicalistes? Est-ce que c'est encore plus difficile d'être une femme? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors oui, en fait, là, c'est complètement différent quand on est au sein de la Conf ou au sein du réseau FADEAR. Moi, j'ai été longtemps secrétaire général de la Conf du Jura. Je suis au conseil d'administration de la Conf BFC. Je suis présidente de l'ARDEAR BFC. Donc, la façon dont on se comporte dans ces instances, je trouve pour moi, mais chacun, enfin, on a toute notre propre histoire. J'ai jamais eu de difficulté à prendre la parole au sein des instances de la Conf. J'ai aucune difficulté à me faire entendre et à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et une fois qu'on rentre dans une autre sphère qui est hors de la Conf et du réseau FADEAR, donc je suis dans mon deuxième mandat à la Chambre d'agriculture. Et là, c'est complètement différent. En fait, autant à la Conf, je me rends pas compte que je suis une femme, autant là, je vois tout de suite que je suis une femme et on me le fait bien comprendre. Mais déjà, dans la façon dont fonctionne la Chambre, c'est déjà clair et net, déjà rien que dans la façon dont sont construites les listes. En fait, on considère qu'il n'y a pas de parité en agriculture puisqu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont chefs d'exploitation. Donc, du coup, pour 3 noms dans la liste, il faut que les 2 genres soient représentés, au moins un. Donc, ça peut être une femme, 2 hommes, 2 femmes, 1 homme, mais en général, c'est toujours une femme et 2 hommes. Sauf dans nos listes où on essaye d'avoir où on a la parité, on met un nom de femme, un nom d'homme. Et du coup, une fois que ces femmes sont élues, eh bien, quand il y a la composition du bureau, par exemple, eh bien, il n'y a quasiment plus de femmes. Dans le bureau, par exemple, de la Chambre du Jura ou même de la Chambre Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a plus qu'une femme au bureau. Et en Bourgogne-Franche-Comté, ils ont vraiment bataillé pour mettre une femme au bureau parce que c'est tous les présidents de chambre qui sont au bureau, enfin les présidents de chambres départementaux qui sont au bureau de la chambre régionale. Et du coup, comme il n'y a pas de femme qui est présidente, eh bien, ils ont trouvé une femme pour rentrer au bureau pour dire on a quand même mis une femme. Mais... Enfin, quand je dis que je ressens plus que je suis une femme à la Chambre, c'est que c'est beaucoup plus difficile de prendre la parole et quand on nous répond, je donnerai des exemples tout à l'heure parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est en fait, que des petites choses qui font qu'on vous fait comprendre que vous êtes une femme et que vous n'êtes pas forcément à votre place ou que...
votre parole a moins d'importance que celle des autres. Et à cet endroit-là, c'est assez flagrant qu'on le ressent en fait. Tu nous donnes un exemple concret peut-être Oui, pour alors on prenne nous aussi conscience. Oui, j'en ai plusieurs. Après, j'en ai un. J'ai une anecdote, par exemple, à la Chambre régionale Bourgogne-Franche-Comté, donc au moment de l'élection du président, je me suis présenté à la présidence de la Chambre, tout en sachant pleinement que je n'avais aucune chance d'être élue, puisque en plus d'être une femme, on est syndicat minoritaire, donc on cumule. Et c'est pas toujours facile déjà d'être minoritaire, mais en plus d'être minoritaire et d'être une femme, c'est catastrophique. Et donc j'ai levé la main pour donner ma candidature à la présidence de la Chambre régionale. Et le président, au moment de l'élection, c'est la personne la plus âgée de la session. Donc c'était un monsieur âgé qui siégeait, et la première chose qu'il m'a demandé, j'ai juste levé la main, j'avais pas encore dit mon nom, et la première chose qu'il m'a dit, c'est madame ou mademoiselle. Et alors ça peut paraître anodin parce qu'il y a des personnes qui disent juste comme ça mademoiselle ou je sais pas quoi, mais en fait c'est d'une violence incroyable. Alors pour l'anecdote, quand on me pose cette question, j'ai tendance à répondre du tac au tac, mais est-ce que moi je vous demande si vous êtes puceau? J'ai pas osé le faire à ce moment-là parce que c'était quand même un peu compliqué. Donc je me suis levée et j'ai dit à cette personne, je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour vous à savoir si je suis une mademoiselle ou une madame. Mais en fait, c'est des petites choses comme ça, des petits mots, des petits agissements qui font que jamais on ferait ça à un homme, en fait. Et à des moments où on prend la parole, ou que j'ai été élue avec un collègue qui était homme, et je me rendais bien compte que quand c'était lui qui prenait la parole ou quand c'est moi qui prends la parole, les réactions vis-à-vis de moi sont complètement différentes, en fait. C'est des petites réflexions de dire mais on vous aime bien, on vous tend la main, Madame Grossior, voilà. Et en fait, c'est insupportable et c'est d'autant plus difficile de prendre la parole dans ces instances. Et est-ce que tu as le sentiment que la réaction de ton interlocuteur, si c'est un homme ou une femme, est différente ? Alors honnêtement, à la Chambre, que ça soit à la Chambre régionale ou que ça soit à la Chambre départementale, il n'y a pas d'interlocuteur femme. Les femmes prennent pas la parole en fait. Bon, que ça soit à la coordination rurale, il n'y a pas de femmes élues, et les femmes qui sont élues pour la FDSEA ne prennent pas la parole en fait, tout simplement. Donc en fait, globalement, s'il y a des femmes qui prennent la parole, ce sont des salariés des chambres. Donc les rapports sont complètement différents. Et les rapports sont toujours très bons avec les salariés, même que ce soit des femmes ou des hommes. Par contre, dès que c'est des élus, et c'est toujours des élus hommes qui me répondent, et je le sens toujours, voilà. Tu veux ajouter quelque chose ou on passe aux questions de la salle ? Non, bon, on peut passer aux questions. C'est une question plus pour Tiffaine et Anne. Je voudrais savoir, dans les processus que vous avez engagés, comment les hommes étaient participants. Est-ce qu'ils étaient proactifs? Est-ce qu'ils ont été obligés de participer? Comment ils se sont positionnés pour accompagner ce mouvement avec vous? Bueno, ez dakit zuek, gurek bai izan zituzten erresistentziak, ez denek, baina bueno, erresistentziak bai egon ziren, batzuk bai egin zuten prozesua behartuta, baina bueno, egia da, prozesu hau aurrera emateko behar izan zela gizonezkoen bultzada.
esango genuke. Hau da, gizonezkoen gehiengoa kontra egongo balitz, ez dut uste gaur gauden puntuan egongo ginatekeenik. Kontuan izan da, orduan gizonezkoek erakundean zuten pixua. Orduan, bueno, erresistentziak bai egon ziren, baina ez ziren oztopo bat izan, gure kasuan. Alors, la Confédération paysanne, c'est une grosse organisation qui est une fédération avec des niveaux d'organisation départementaux, régionaux et nationaux. La commission femmes, on travaille beaucoup au national. Quand on est en commission, on est dans un milieu assez protégé entre femmes, c'est cool. Il y a plutôt des très bonnes relations au niveau national. Après, les réponses au niveau des régions et des départements, ça dépend vraiment des équipes qu'il y a sur place. Et autant il y a des départements qui vont eux-mêmes, par exemple dans le cas de violence, adopter des sanctions, par exemple d'exclusion de militants qui auraient opéré des violences sur une militante, sur une autre militante ou sur des salariés, autant d'autres départements vont absolument minimiser les problèmes. Donc pour l'instant, à l'échelle nationale, à l'échelle, il y a vraiment des résultats différents sur le territoire et puis des hommes aussi très clairement qui s'opposent vraiment à ces questions et qui même, en estimant que mais nous on est un syndicat de paysans et de paysannes, on ne fait pas la distinction. Et le simple fait finalement de refuser cette distinction ou créer le problème en fait. Si vous n'êtes pas capable de voir la différence, vous faites partie du problème. Et peut-être que Suzy serait capable pourrait dire un petit peu plus, qui est l'animatrice, Suzy est l'animatrice du réseau de la Commission Femmes, donc elle a peut-être encore plus de retours que ce que je peux apporter. Peut-être dire que effectivement la commission elle est relativement historique, elle existait avant la création de la conf aux travailleurs paysans et du coup elle a quand même une légitimité au fil de son histoire assez forte. Elle existe comme une commission un peu comme vous l'avez expliqué au même titre que d'autres commissions. Alors il y a eu des petits soubresauts en 2017 puisqu'il y a eu une décision de la passer en non-mixité choisie. Donc à ce moment-là, ça a un petit peu, je sais pas comment dire, ça s'est agité, on va dire. Mais du coup, il y a toujours eu la volonté et la rigueur de faire circuler ce qui se passait dans la commission femmes au sein des différentes instances internes de la Confédération paysanne, notamment les instances décisionnelles. Donc il y a des allers-retours réguliers avec le comité national. Des membres de la commission sont intervenus au comité national pour présenter leurs travaux pas plus tard qu'au printemps dernier. Et ça reste une commission avec un rôle propositionnel et tout ce qui relève de la décision reste décidé dans les instances décisionnelles de la Confédération paysanne. Pour répondre au soubresaut de la non-mixité, on avait décidé d'organiser une formation sur le féminisme ouverte aux paysans et aux paysannes librement, voilà. Et il n'y a que des paysannes qui sont venues. Donc c'est aussi, ça donne aussi à voir les soubresauts. Ils ne donnent pas forcément à voir ce qui va se passer concrètement derrière, quoi. Il y a quand même essentiellement des paysannes qui se mobilisent sur ces questions-là, quoi, à la fin. Moi, j'apporte un témoignage. Je suis co-porte-parole à la COF du 65 avec un système bien patriarcal, enfin qui était patriarcal en déconstruction. Du coup, où effectivement les femmes étaient très impliquées à l'ADR et les hommes impliqués à la Confédération paysanne. Alors qu'on bossait quand même, on était aussi militante à la conf, on avait un peu le rôle des petites mains de la conf. On a expliqué ça au bureau de la conf, on était 3 femmes au bureau de l'ADR, 3 hommes au bureau de la conf et on a dit, voilà, nous aussi, le militantisme et la politique nous intéressent. Et nous aussi, on a envie de participer et d'être au bureau de la conf, en sachant que les deux structures fonctionnent ensemble. Ça n'a pas été évident, en fait, parce que ces messieurs nous ont expliqué, ce sont des copains, ils nous ont expliqué que non, c'est parce qu'on avait de l'énergie, mais ça n'avait rien à voir avec du sexisme ou des choses comme ça.
Donc du coup, on a proposé d'échanger les bureaux. Ben voilà, on échange. Puisqu'on est une équipe et qu'on travaille ensemble, on échange. Bon là, il y a le secrétaire de la conf qui est passé président de l'ADR et que j'aille co-porte-parole, c'était pas si évident que ça. Mes chers camarades me trouvaient beaucoup trop radicale. En fait, je le suis pas tant que ça, mais beaucoup trop radicale. Du coup, arrivé à ce poste-là de co-porte-parole, c'est moi qui ai demandé à un copain éleveur, pour pas le froisser trop, d'être co-porte-parole. Et arrivé à ce poste-là, en fait, j'ai proposé à ce qu'on déconstruise le rôle du porte-parole. Donc voilà, on était exactement dans le cliché en fait du syndicaliste, c'est-à-dire un homme sachant qui prenait bien la parole en public, voilà. Et en fait, je propose, c'est en cours, hein, mais ça se fait bien. Je propose qu'on soit une équipe de co-porte-parole, que ça soit à l'ADR ou à la conf, on fonctionne ensemble aux membres du CA, qu'on y aille tous. À chaque fois qu'il y a des représentations, on y va, on se forme, on prend les dossiers en main, on fait des argumentaires collectifs et tout. Et ça marche assez bien, ça marche pour les femmes, mais ça marche aussi pour des hommes qui, eux aussi, n'osaient pas prendre la parole tellement et prendre ce rôle de s'approprier les dossiers, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on propose ces choses collectives, eh ben, plein de gars sont ravis, en fait, parce qu'on était vraiment dans un domaine d'hommes forts qui avaient le pouvoir, en fait, et l'ascendant sur les équipes. Et ça c'est complètement en train de se déconstruire, et plutôt dans la joie et la bonne humeur. Bonjour, moi ma question, elle est pour tout le monde, mais je rebondis sur les notions d'égalité et d'équité développées par Anne. Je voulais savoir si, d'après vous, alors autant à ELA que pour les autres fédérations, si d'après vous on est obligé de passer par l'égalité avant de pouvoir atteindre l'équité. Je ne sais pas si c'est clair. Bueno, ulertu dut niretzat zela galdera, igual ez dut. Bueno, bai, niretzat zen galdera, ez? Bai, bale. Denontzat. Hori da, bale. Bueno, gure aldetik, berdintasunetik ekitatera pasatu bertzela oso argi zegoen. Guk nahiko argi daukagu berdintasunez jada jokatzen genuela, de gutxienez saiatzen ginela ekitataren kontzeptua izan zen berria. Horrela, nabariki diskriminatzaileak ziren neurririk orokorrean ezken neukan. Baten bat noizean behin egon zitekeen, baina ez zen normala. 2014an ja neurri argiki diskriminatzaileak ez ziren hain normalak. Baina ekitataren kontrakoak bai. Orduan, hori izan zen guretzat inflexio puntua, ezberdintasun hori izan zen, ados nago. Bonjour, vous aviez parlé d'un protocole de mise en place contre les violences sexistes et sexuelles en interne à la conf, si j'ai bien compris. Du coup, vous avez parlé d'une enquête, donc il y a une alerte en fait, ensuite il y a une enquête. Donc je voulais savoir l'enquête, qui est-ce qui la faisait, est-ce que c'était en interne ou est-ce qu'il y avait des personnes extérieures qui venaient? Et ensuite, quelles étaient les sanctions, s'il y en a? Alors le protocole actuellement pour les paysannes dans le réseau militant, il n'existe pas, il est en cours de travail. Le protocole qui existe, c'est celui des salariés. Dans le cas de violence contre les salariés, donc là encore, c'est Suzy qui va pouvoir vous expliquer le détail de ce protocole. Pour les enquêtes, il y a eu 2 cas de figure. Il y a eu une situation où il y a eu un cabinet extérieur spécialisé sur les violences sexuelles au travail qui a intervenu pour mener l'enquête.
à une époque où personne n'était suffisamment formé en interne pour le faire. Et aujourd'hui, maintenant, avec le protocole, il y a donc cette fameuse commission paritaire avec des personnes qui sont formées au sein de cette commission paritaire. Et donc, quand il y a une alerte, ils constituent un petit groupe de, je crois, 2 paysans, paysannes et 2 salariés qui vont mener l'enquête et ensuite faire les préconisations éventuelles de sanctions. Il n'y a pas de niveau de sanction qui a été prédéterminé. Pardon. Il n'y a pas de niveau de sanction qui a été prédéterminé dans le protocole. C'est à chaque situation. Et pour l'instant, il y a eu une seule sanction qui a été émise et qui est une sanction d'exclusion sur un temps limité. Voilà. Cette commission, elle est paritaire, on a bien compris, employeur-employé, mais elle est aussi paritaire homme-femme ? Elle est, je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes dedans. En tout cas, du côté des salariés, j'en suis sûre, mais c'est aussi lié à... Il y a beaucoup plus de salariés femmes dans nos réseaux que d'hommes. Et côté paysan, elle est paritaire, je crois, homme-femme. Et il y a une recherche de parité dans les groupes d'enquête, évidemment. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure d'un kit de tenue de réunion pour donner quelques pistes. On peut le voir, on peut se le procurer ? Vous pourrez le voir bientôt et il sera diffusé dans le réseau Conf, mais courant 2024. Il est en cours de finalisation de contenu, de mise en place graphique, etc. Donc on espère vraiment qu'en 2024, il arrivera dans les réseaux. Voilà. Est-ce que moi, je peux en rajouter une ? Vas-y. J'y vais. J'aimerais savoir si, pour vous, le changement systémique, il faut qu'il parte de la tête ou de la base ? Bueno, nik ez dakit nola behar duen izan, badakit gure kasuan oso garrantzitsua izan zela burutik hastea. Azken finean, eguneroko erabaki gehienak buruan hartzen dira, eta burua zen diskriminazio egoera horiek eragiten zituena. Orduan, egia da behean edo oinetan arazoak bazedula, baina goitik hastea erabaki genuen, eta erabaki honena izan zela esango nuke. Moi j'ai une question. Dans les organisations où des femmes sont en responsabilité, organisations politiques, organisations gouvernementales, syndicales, associatives, est-ce que ces femmes qui sont en responsabilité, est-ce que ce n'est pas plutôt une cible qu'elles sont mises sur le dos en prenant ces responsabilités, ou est-ce qu'elles sont vraiment là pour leurs compétences ? Moi je pense à des premières ministres comme on a eu en France, dans le passé, je ne vais pas revenir actuellement, on a eu des femmes chefs de parti, des femmes responsables de syndicats. Est-ce qu'elles ont vraiment... est-ce que la société française, voire même basque, est prête à accepter que des femmes soient en responsabilité, selon vous ? Moi, je vais répondre sur ce que je connais parce que je ne vais pas prendre position sur les ministres ou je ne sais pas quoi, mais je pense que ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Moi, j'ai jamais eu l'impression au sein de la Conf ou au sein du réseau FADEAR qu'on me mettait à cet endroit-là parce que j'étais une femme. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir beaucoup de compétences, mais je pense que si j'ai été à ces postes-là, c'est parce que je me suis proposée et que j'avais la capacité de le faire. Après, d'un autre côté, je vois bien dans d'autres instances, je vais parler de la Chambre, par exemple, où
ce nom de femme, tous les 3 noms, ben finalement, pour eux, c'est une obligation. Et que finalement, vu que ces femmes, après, elles sont plutôt évincées du centre de décision et je sais pas, elles vont se retrouver à la MSA ou à je ne sais pas quelle commission. Mais finalement, oui, de ce côté-là, ils ne sont pas prêts à ce qu'il y ait des femmes qui soient à des postes à responsabilité. J'ai l'impression que dans beaucoup d'instances agricoles, c'est un peu le cas, mais au sein de la conf ou au sein du réseau FADEAR, j'ai pas vraiment, enfin en tout cas sur ce que je connais moi, j'ai pas vraiment ce sentiment. Bueno, nik Frantziako errealitatea pixkat urrunago daukat, egia da. Gure esparruan gutxienez esango nuke gizartea orokorrean bai dagoela prest. Erresistentziak egon badaude, baina gure lana da baita ere, gure inguruan ditugun erresistentziak edo gure jendearen gandauden erresistentziei buelta ematea. Guk edo bai laborantza ganbarak, bai sindikatuek, helburua gizarte aldatzea da. Eta generalen gai honetan ere gizartea prest egoen edo ez, gizarteak ezin duena da emakumeak erabakigunetatik kanpo ustearen prezioa ordaintzen jarraitu. Eta prezio altua da, eta gure organizazioek, gizarte organizazioak diren heinean, asumitu behar dute ere horrelako erabakiek batzuetan prezio bat badutela eta ordaindu beharko dela. Ordan, bai, batzutan badago prezio bat, baina. Juste un témoignage. Moi, j'ai été élue à la région quand la région a été obligée de constituer des listes paritaires. Parce qu'avant, c'était quand même plutôt des hommes. Et donc, j'étais en responsabilité sur l'eau en 2001. Je suis arrivée au bureau de l'agence de l'eau à Dour-Garonne en 2001. Et au bureau, il n'y avait que des hommes. J'avais 41 ans. La moyenne d'âge, c'était 60 ans et plus. Ils m'ont vu arriver comme un ovni. Alors, ce que vous me dites là, sur la chambre, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé en 20 ans, quoi. C'est toujours pareil. Enfin, c'est un peu désespérant que la société française ne fait pas la place aux femmes qu'elle devrait faire, quoi. Je suis venue exprès pour écouter ça et pour me dire, mais où c'est qu'on en est, quoi. Et je vois que ça n'a pas beaucoup progressé. Que si on n'impose pas des systèmes paritaires, on n'aura pas de place pour montrer qu'on est compétente, qu'on peut travailler. Je me souviens, à l'époque, le président, c'était Jean-François Poncet. Et il m'a vu arriver, il a dit je ne comprends pas qu'Alain Rousset ne m'ait pas envoyé un homme. Ça l'a pas. Ben, je lui dis écoutez, on va déjeuner ensemble et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, parce qu'il fallait en passer par là. Et il y en a un autre d'Ariège qui était comme moi de même sensibilité, lui, de gauche, et qui me dit mademoiselle ou madame, ça me rappelait ce que vous venez de dire. Et je lui dis mais ça ne change rien au sexe. Il n'y a pas de problème. Mais il y avait quand même une façon et une violence de rappeler que les femmes n'avaient pas de légitimité, que les femmes étaient rabaissées à un sexe, alors que les hommes, pas du tout. Et je vois qu'il y a encore du travail pour déconstruire tout ça, quoi. Ça me chagrine. Bon, samedi, il va falloir encore beaucoup de militantisme. Voilà. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Pardon. Mais il y a quand même des motifs d'espoir, hein, en tant qu'homme, par rapport aux femmes. On a quand même, si je ne me trompe pas, hein, vous me rattrapez si je me trompe, mais on a une femme qui est porte-parole de la conf. Porte-parole de la CFDT. Porte-parole de la CGT, si je me trompe. Je ne pense pas me tromper. Pardon. Enfin, je veux dire, il y a quand même des femmes aujourd'hui qui sont en responsabilité et qui ne sont pas, parce que c'est un mot qui me scandalise souvent, qui ne sont pas les pots de fleurs.
hein, pour les avoir écoutées les unes et les autres, je pense que c'est des femmes qui ont une pertinence dans l'analyse et une puissance dans la prise de parole. Alors quelqu'un dit souvent le scepticisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Effectivement, il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire, énormément de travail à faire, mais je pense quand même qu'il y a malgré tout, malgré le temps long qui nous agace beaucoup en la matière, il y a quand même un certain nombre de résultats qui sont aujourd'hui plus qu'évidents, quoi. Donc il y a quand même des motifs d'espoir. J'espère. Bai, euskaraz saiatuko dut, ez dakit elbeko kideak erantzuten duten, baina hemen orduan elbe bada, lekua bere lekua badu, eta aski potentea da ere emaitzen arabera. Orduan galdera bat zuetzan jakiteko gaia hori, erronka hori, ea kontutan hartzen duzuen ere, eta bai, zer da hemengo diagnostikoa, hemengo egoera, eta gai horiekin. Non da LB-ko errapustua emanen duen pertsona, gila hontan? Errapustu puska bat, ez dena, hemenan. Ni LB-koa eta ez dut emanen errapusturik, Domaia da, ez arraposturik izaitea dara. Arrapostu, ez arrapostua dea. Bonsoir tous. Moi, je voulais savoir, à la fois à la conf et puis en EgoLD, ce qui se passe, parce que vous avez parlé d'égalité de genre et de mixité choisie brièvement. Qu'est-ce qui se passe déjà si vous avez à la conf des paysannes des paysannes qui se revendiquent trans ou agenrées ou des choses comme ça, et est-ce que vous prenez ça en compte dans votre commission ou est-ce que c'est une commission à part, et aussi quelle est la situation en EgoLD, comment ça se passe pour eux, entre autres, puisque les mécanismes de domination sont carrément les mêmes, et ils sont encore plus vulnérables, je veux dire, autant au moins que les femmes. Bueno, guk prozesua 2014an hasi genuen, orduan trans eztabaida hori oraindik ez zegoen hain gaur egun dagoen puntuan. Orduan gure plan estrategikoan ez da trans auzia aintzatezten, badakigu hori hutsune bat dela eta pendiente daukagun zerbait dela eta jorratuko dugu segurazki ja urrengo plan estrategikoan. Momentuz, ez dago batzorde espezifikorik ere, ditugun kasu konkretuak individualki tratatzen ditugu, ez dira asko, orduan, bueno, momentuz kudeatzen ditugu individualki batzorde baten beharrik gabe, baina bai pendiente dugun gauza bat dela badakigu. De notre côté, à la commission femmes, du coup, de la Confédération paysanne, on s'est posé la question, effectivement, et lors des derniers échanges, l'idée était vraiment que nous avions une démarche d'inclusivité pour les personnes trans. C'était encore en discussion, il n'y a rien qui a été fixé dans la charte, néanmoins... dans les derniers articles publiés, on avait fait un appel en fait en disant que s'il y avait des personnes trans qui nous lisaient et qui voulaient se rapprocher de la commission femmes, on avait envie de pouvoir en parler avec elles.
et voir qu'est-ce qui leur correspondait également. Si c'était de rejoindre une commission qui changerait de nom et qui permettrait d'inclure des personnes qui partagent nos luttes, ou de créer une commission différente en fait, parce que c'est les personnes concernées qui pourront prendre les décisions. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais je pense qu'il va y avoir des réflexions qui vont être travaillées la semaine prochaine, du coup, à la rencontre des paysannes de la commission, parce que c'est effectivement un sujet qui est très actif chez nous et dans nos valeurs. Donc voilà, et notamment pour ce kit de lutte contre les violences aussi, qui est à l'élaboration. On rappelle que les mécanismes de violence et de domination sont les mêmes en ce qui concerne les femmes, mais également les personnes trans, et que ce qui est expliqué dans ce kit, qui s'adresse a priori aux victimes de violences sexistes et sexuelles que représentent les femmes, peut aussi être utilisé pour les personnes trans. Merci. Sur cette question-là, au niveau européen, de la coordination européenne via Campesina, il a été créé une articulation diversité des genres pour les personnes LGBTQI+, l'an dernier, donc c'est très récent. Et au niveau international, il y a un processus en cours. Dans un mois, on va avoir la 8e conférence de la Via Campesina, où avant le début de la conférence, il y a une assemblée des femmes, une assemblée des jeunes, une réunion des hommes contre le patriarcat et une réunion des personnes des diversités de genre, avec la volonté aussi de créer une articulation diversité des genres au niveau international, tout en prenant en compte les différences de rythme qu'il y a selon les régions du monde, parce qu'il y a des régions du monde où c'est complètement criminalisé, et donc ça peut difficilement être rendu visible. Et donc chacun va devoir aller à son rythme, mais voilà, en tout cas, et la volonté de lutter contre les violences faites à toutes les personnes qui ne sont pas dans la norme, c'est une volonté très importante, je pense, dans le mouvement paysan au niveau international. Azken bat? Nik egin behar dut? Si vous voulez faire je sais pas, une dernière apport, mais très rapidement, et sinon on va conclure. Hein. Bon, mais hortan gelituko gira. Ah, oui. Non mais moi j'ai envie de garder cette note positive, c'est qu'effectivement il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais il y a quand même beaucoup de recherches, de constats aujourd'hui qui, même si à certains endroits sont complètement accablants et parfois surréalistes, il y a aussi vraiment une volonté de changement et des femmes et des hommes à déconstruire ce que c'est que cette société patriarcale, et surtout je trouve aussi à réfléchir la lutte de façon vraiment globale en termes de capitalisme, de patriarcat. Donc je pense qu'en réfléchissant comme ça va intégrer également vraiment les hommes dans ces luttes, et qu'on peut vraiment, dans les prochaines années, faire des grands pas. Voilà, en tout cas moi c'est ce qui me donne envie de continuer à militer.